Bonsoir. Authentimed, c'est une application qui permettra la traçabilité des médicaments qui a récemment fait donc l'objet d'une présentation en Côte d'Ivoire. Eh bien, nous aurons l'occasion d'en parler. Avons-nous enfin trouvé la solution aux faux médicaments? Eh bien, on en parle dans le petit débat. Et ce soir, il sera question de l'emploi des femmes. Mais notre invitée à cet effet est Madame Efroisi Yao. Elle est coordonnatrice nationale du Compendium des compétences féminines en Côte d'Ivoire. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre live talk. Bienvenue. Oyez, on est très heureux d'être en votre compagnie tous les soirs à partir de 20h15. Très heureux de partager ces moments de débat, d'échange, de partage sur la FTV, la télé, sans filtre. Et encore une fois, nous vous disons dire merci à tous nos téléspectateurs qui, tous les soirs, sont de plus en plus nombreux à nous regarder. Ça nous fait beaucoup plaisir. André Bois, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Bonsoir Rihanna. Bonsoir Brice. Rihanna assis. Je suis assise, effectivement. C'est bien. La blague pourrie qui me suit depuis des années. Je sais, on a dû vous la faire une centaine de fois. Bon. Et ce soir, je n'avais pas l'intention de la faire. Madame Bleu, bonsoir, comment allez-vous? Très bien. Très Et bien. vous-même? Une seule blague pourrie dans l'émission, Ah non, ça c'est suffit, pas mal. je pense. On a déjà atteint le quota. On a déjà une autre lot. Hein. Exactement. Bon, avec votre permission, nous allons tout de suite aborder la question du petit débat. Et c'est juste après ça. L'application, je vous le disais, Authentimed va nous permettre de connaître l'origine des médicaments en Côte d'Ivoire. Sommes-nous désormais donc à l'abri des faux médicaments? Et bien, on en parle au cours de ce petit débat. Alors, André, déjà, le constat, c'est qu'en Côte d'Ivoire, je crois que j'ai lu quelque part, 30-40% des Ivoiriens achètent leurs médicaments dans la rue avec le risque que ces médicaments soient faux, soient avariés. Non, mais c'est même pas encore le risque. Je veux dire, la réalité, c'est que chaque fois que vous prenez un médicament qui ne vient pas d'un circuit normal, c'est-à-dire d'un circuit formel, évidemment, que ce soit un faux médicament ou un médicament qui a été fabriqué dans des laboratoires, j'allais dire, clandestins, est complètement avéré. Même s'il y a beaucoup qui disent qu'il y a certains réseaux qui partent on va dire des stocks normaux des pharmacies ou de la pharmacie de la santé publique. Justement, à propos de pharmacie de la santé publique, je dis bien pharmacie de la santé publique parce que juste à l'époque, c'était encore le nom. Oui, et là, Donc, c'est passé nouvelle pharmacie, la nouvelle PSP. Voilà, ça a été cassé pour deux raisons principales, parce qu'on gérait mal le stock de médicaments dans nos hôpitaux, et puis l'autre chose, il y avait des trafics autour justement des détournements autour justement des médicaments et de la gestion justement de tout le système. Donc la nouvelle pharmacie de la santé de Côte d'Ivoire, santé publique de Côte d'Ivoire, a pour ambition justement de faire les choses différemment. Donc on en est là avec cette application justement qu'on pourra tous commenter ce soir. Particularité, ça tombe très bien, vous êtes notre spécialiste du web sur le plateau, particularité de cette application, Madame Bleu. Mais la particularité, c'est que c'est une base de données donc, qui permet aux agents assermentés de la nouvelle pharmacie de la santé publique de pouvoir scanner donc les différents médicaments et de pouvoir vérifier l'authenticité de leur source et surtout le contenu de leur, on les appelle des molécules, le contenu des molécules, authentifier ces molécules avant de pouvoir également, on va dire, alimenter le marché, alimenter les pharmacies, mais pas uniquement ces agents assermentés qui auront la possibilité de pouvoir vérifier, mais le grand public, vous et moi, on aura la possibilité également, grâce à une application mobile, de pouvoir également scanner, comme on scannerait par exemple un code QR d'une marchandise au supermarché. On aura la possibilité également, nous utilisateurs, nous consommateurs, de pouvoir utiliser cette application mobile et scanner le code QR des médicaments qu'on va acheter en pharmacie et même qu'on va recevoir peut-être d'amis ou de parents
pour pouvoir vérifier leur authenticité. Et par exemple, vous décidez d'aller faire votre vaccin Pfizer, par exemple, vous avez la possibilité de prendre votre téléphone, d'utiliser votre téléphone, donc de scanner Voilà. donc Voilà, le code, le- et on vous dit effectivement des laboratoires Pfizer. Parce Parce que ça peut être un vaccin de laboratoire Effectivement. Oui, ou bien, André Bois, ou bien un lot, ouais, voilà, ou bien un lot trafiqué que quelqu'un de malveillant au sein de l'institution serait en train de vous inoculer. Donc voilà, c'est déjà bon on peut vérifier tout de suite. c'est un vrai problème que ça vient résoudre, Rihanna, ainsi, parce que, pour exemple, je connais quelqu'un qui a utilisé des médicaments pour sa mère et pendant près de 5-6 mois, à la 5e boîte, elle s'est rendue compte que les médicaments étaient avariés. Non, c'est un réel problème, tu le dis bien. On parlait tout à l'heure de chiffres alertants. Un autre chiffre que je trouve d'autant plus alertant, c'est on est à près de 8000 quand même vendeurs donc dans l'informel, contre seulement environ 1000 pharmacies légales, donc enregistrées, qu'on a pu recenser, en tout cas selon le Laboratoire national de la santé publique. Donc ça montre l'enjeu, déjà la grandeur du risque qu'on a dans la ville, dans le pays, mais également l'enjeu en termes de risques et de maladies que ça peut entraîner, parce que c'est des maladies comme l'insuffisance rénale, c'est des maladies comme l'hépatite qui peuvent être encourues quand on consomme des médicaments sans en connaître la provenance. Alors parfois, il faut dire que ceux qui achètent ces médicaments en bord de rue savent qu'ils s'exposent à des risques, mais faute de moyens, n'ont pas peut-être les moyens de s'octroyer de bons médicaments. Et c'est le cas de sensibiliser en disant que mieux vaut rechercher les bons médicaments, vraiment se soigner plutôt que d'aller encourir. Mais sauf la question que je- exactement, oui. sauf que les gens se posaient la question, on dit bon, on n'achète pas les médicaments dans la rue, on les achète dans les officines, dans les pharmacies. Sauf que même là-bas, Et c'est le problème que cette application va venir résoudre, Ouais. parce que même quand on estime ne pas avoir 100% de fiabilité dans ces différentes pharmacies, on est aujourd'hui, j'ai envie de dire, arbitre de ce qu'on achète, arbitre de ce qu'on met dans nos bouches et de ce qu'on avale. Mais non, mais moi, la question, en fait, que je me pose, hein, c'est vrai on lutte contre les faux médicaments. Vous et moi, on a envie d'avoir des médicaments qui ont une traçabilité, des médicaments authentifiés, C'est ça. parce qu'on a les moyens de pouvoir acheter ces médicaments. On a certainement, nous tous, une assurance qui nous permet de pouvoir acheter, par exemple, des médicaments J'allais y venir, moins justement. chers. Mais pour les populations défavorisées, des quartiers populaires, parce que si il y a contrebande de faux médicaments, je note ici le chiffre de 19,88 tonnes de faux médicaments qui ont été saisis au Mali entre 2015 et 2018. Je pense que les chiffres doivent être similaires également pour les autres pays de la sous-région et notre pays. Mais s'il y a un besoin, s'il y a, il y a cette contrebande, il y a un besoin effectivement de ces médicaments parce qu'ils sont moins chers. Et parce qu'on n'a pas la possibilité, en tout cas ces populations n'ont pas la possibilité, avec leurs faibles revenus, de pouvoir aller en pharmacie. Déjà, même avant de pouvoir aller en pharmacie, il faut pouvoir aller voir un médecin qui va nous prescrire une ordonnance. C'est ça. Et en général, je me rappelle, hein, quand on voit dans certains films satiriques, le fait d'avoir une ordonnance, c'est toutes les difficultés de la terre qui nous tombent dessus parce qu'on n'a pas les moyens de pouvoir acheter des médicaments. Donc, Sur moi, ça. je pense qu'il faut d'abord permettre. Je sais qu'il y a des médicaments génériques qui Oui, mais existent. il y a déjà une réponse. oui, Edith. allez-y, Justement, vous Ouais, avez vas-y. la Il y a réponse. déjà une réponse, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. L'OMS ainsi que tous les organismes encouragent les États à se doter d'une assurance maladie universelle. Et ça règle. On a la toute une couverture partie du maladie problème. universelle Voilà, ici, la mais est-ce que ça couverture. fonctionne? Ce que je dis, voilà, c'est le système d'assurance maladie universelle, nous on appelle couverture maladie, qui est à l'échelle mondiale, ça permet de résoudre tous ces problèmes. Et chez nous en Côte d'Ivoire, il faut peut-être, là aussi, peut-être, je vais encore indexer l'État ou en tout cas ceux qui organisent ça. Aujourd'hui, 1000 francs par personne en Côte d'Ivoire, on a droit à une assurance. Et justement, on peut facilement aller voir un médecin dans un hôpital public et bien sûr pouvoir avoir des médicaments à la pharmacie de la santé publique, justement, parce que tous les mois, on paye ces 1000 francs, ça fait 12 000 francs par an pour bénéficier d'une couverture dans les hôpitaux publics. Je pense que c'est déjà un bon début. Et plus on va j'allais dire, adhérer à la couverture maladie universelle, parce que c'est un système de solidarité, parce que Dieu merci, on ne tombe pas malade en même temps. Donc les autres qui cotisent vont pouvoir soigner ceux qui tombent malades. Et c'est ce geste vertueux-là qui va permettre en tout cas de réduire, parce que tout part aussi de l'automédication, parce que comme tu l'as C'est si ça, bien dit, l'automédication. on n'a pas d'argent. Donc il est bon que tout le monde puisse adhérer d'abord à l'assurance maladie, ce qui fait qu'on aura une traçabilité, on aura un parcours de soins qui sera suivi
justement dans le cadre de ce programme. Et donc, je pense que c'est là l'un des... Donc, il y a un travail de sensibilisation du ministère de la Santé, oui, bien sûr, pour qu'on ait le maximum de personnes, de populations qui adhèrent à cette C'est la question de la couverture maladie. On vous a bien compris tous les deux. Ouais. Mais l'une des questions qu'on se pose, c'est comment ces médicaments ils arrivent sur le territoire? Comment ils arrivent là pour qu'ils puissent être... de la même manière qu'on a une contrebande de la drogue, c'est la même manière qu'on a cette contrebande de faux médicaments. Donc, on va dire, il y a des poches qui existent, des circuits qui existent, qui permettent de pouvoir faire transiter ces faux médicaments par nos frontières, de la même manière qu'on a ce trafic de drogue qui continue malgré la lutte. Puisque vous posez la question, je n'ai pas vraiment les chiffres, mais en tout cas en termes de classement, vous savez, il y a 3 niveaux de contrebande. Il y a bien sûr la drogue, il y a l'argent, les devises, et puis il y a les médicaments. Donc je ne sais pas qui est premier ou deuxième ou troisième, parce que la drogue doit être en tête. Donc voici les 3 choses qui font l'objet justement de trafic dans le monde. Donc les médicaments en font partie dans le top 3. Donc, et oui, j'ai un chiffre, le trafic de faux médicaments, en tout cas à l'échelle mondiale, rapporterait 20 fois plus que celui de l'héroïne. Voilà. Donc, vous imaginez donc le volume. On est en train de partir sur énormément de chantiers. Je pense qu'ils sont connus par tous ces acteurs, tous ces décideurs. En tout cas, une innovation vient toujours répondre à un certain besoin. Et là, je pense que cette application vient répondre au besoin d'avoir déjà une traçabilité et d'être arbitre de ce qu'on achète. Et puis derrière ça, il y a une complémentarité d'actions qui vont sûrement se joindre. Ça s'inscrit en tout cas dans le cadre d'une lutte générale. C'est pas vraiment une innovation parce qu'il y avait déjà des applications similaires qui ont été proposées entre 2014 et 2020 qui permettent également d'authentifier des médicaments. Je prends le cas par exemple de Authentic.net, qui est une entreprise allemande qui avait, avec la présidence du ministre de la Santé de l'époque, le docteur Eugène Aka-Awele, qui avait proposé une application qui permettait également de pouvoir identifier des médicaments issus de la contrebande, de la contrefaçon. Je souligne le mot proposé. Oui, si je prends un projet pilote d'authentification de 2 millions de médicaments qui concernait les médicaments antipaludiques, les médicaments antipaludiques, et qui avait été également lancé sous la présidence. C'est intéressant qu'elle soulève ce point parce que Aka-Awele. C'est vrai qu'on peut proposer des projets comme ça, on peut mettre sur le marché de telles applications, mais encore faut-il qu'elles soient utilisées, faut-il sensibiliser et éduquer à l'utilisation de ces différentes applications mobiles. Il y en a 3 ou 4 qui avaient déjà été proposées, une qui a gagné. Donc derrière, c'est un vrai travail de communication. Edith avait parlé justement du rôle aussi des pharmaciens dans la circulation aussi des faux médicaments. Tout ça est lié. C'est-à-dire que moi, je suis en plein... prenons par exemple le marché Roxy, tout le monde le sait, à Djamé, là où on vend plein de médicaments. Le pharmacien qui est à côté, lui, à un moment, il sera enclin à vouloir lui aussi gagner de l'argent parce que personne n'achète des médicaments chez lui. Donc, je dis qu'il est même fragilisé. Je ne dis pas c'est ce qu'ils font, mais je dis il peut être fragilisé par ça. Or, si demain, déjà, interdiction de vendre des médicaments sans ordonnance, ça règle une bonne partie du problème. C'est-à-dire que forcément, tous les médicaments qui vont sortir de sa pharmacie doivent être d'abord prescrits et ensuite, dans le cadre d'un truc d'assurance, avec une convention, notamment au tiers, etc., ça peut permettre de régler quand même une bonne partie du problème. Oui, mais André, une bonne partie. Donc on va le concéder. Une bonne partie du problème. On va le concéder parce que si on a le même médicament qui existe en version vraie, en version... permettez-moi l'expression, trafiqué. Donc forcément, il faut une application justement pour faire la différence parce que même la pharmacie peut vous donner, il y a des personnes aujourd'hui qui vendent même des téléphones. Oui, après, il y a des médicaments qui sont aussi avariés, je veux dire, à un moment qui ont dépassé leur pour rester sur la problématique de Brice, le problème ici, c'est qu'il y a des médicaments, il y a des questions de prescription. Par exemple, on vous dit, vous prenez de la morphine, à un moment, vous savez, c'est aussi des drogues, vous êtes addict, et on vous dit non, vous n'en prenez que 2 boîtes. Et pourquoi il y aura toujours quelques trafics? C'est qu'à ce moment, parce que vous êtes addict, vous avez envie d'en prendre 4 ou 5. C'est à ce moment-là que vous vous adressez aux gars au coin de la rue, tout ça. Mais une chose est sûre, pour assécher justement les trafics, il faut que le système légal, c'est un peu comme la prohibition de l'alcool, le système légal soit beaucoup plus important pour qu'il y ait moins de trafic. On ne dit pas que ça va disparaître, mais il en aura moins que dans le système. Après, c'est compliqué parce qu'on a des médicaments comme, j'ai pas envie de citer de nom, mais les paracétamol, les antipalidéens et tout ça, on n'a pas si besoin d'ordonnance pour que ça nous soit donné en pharmacie. Donc ça devient compliqué avec cette solution. Après, on peut me corriger, le tramadol également, qui cause un véritable problème de santé publique en ce moment dans certains pays où c'est devenu un véritable phénomène parce que c'est utilisé pour et puis je pense que cette application-là va évoluer dans sa pratique et puis on pourra peut-être avoir des médicaments
médicaments qui sont retirés, par exemple, de la circulation, que certaines pharmacies continuent de vendre. On aura peut-être toutes ces Mais j'espère informations. que ce n'est pas juste un effet d'annonce, hein, parce qu'on n'a pas une date précise de la sortie de cette application mobile. Est-ce que c'est toujours en cours de développement? Parce que je vous disais tout à l'heure proposé, parce que vous justement parliez d'une application qui avait déjà été proposée. Exactement, qui n'a pas vu le jour. Il n'a pas vu Voilà. le jour. Il y a d'autres également qui avaient été proposés, mais dont on n'a pas d'informations sur la disponibilité dans les différents stores iOS et Android. Donc, pour l'instant, on n'a aucune date précise de sortie. C'est peut-être juste un effet d'annonce. Soit c'est en cours de développement, soit c'est fini. Mais j'aimerais bien qu'on ait une date précise pour avoir une information qui Deux est utile. réactions pour M. André Bois hein, concernant nos internautes. Jean-Claude Boboou et Christian Légré estiment que la couverture maladie universelle ne marche pas depuis bientôt 3 ans et que moi et ma famille, ça c'est Christian Légré qui le dit, ma famille et moi avions cette carte, elle ne marche pas. Jean-Claude Boboou lui nous dit, je pense que M. André Bois, bon enfin, n'a pas l'information, la carte CMU ne fonctionne pas. Ce ne sont pas toutes les pharmacies qui prennent la carte CMU. Oui, mais ça ne répond pas à mon choix. Moi, je ne suis pas en train de parler de la carte CMU fonctionne, ce n'est pas mon propos. Je dis que le système d'assurance maladie est là pour régler ce type de problème. Et il est peut-être Donc après, défaillant si nous, ici. on n'a pas encore bien implémenté, ça c'est un autre débat. Moi, je dis, c'est ces systèmes-là qui vont permettre de réduire, puisque désormais, avec sa carte, on va directement, on est couvert, on a ces Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de retours de ce type concernant il y a eu beaucoup de retours de ce type sur les problèmes de fonctionnement réel de la CMU. Je pense que ce serait important dans les prochaines émissions. C'est exactement ce qu'on dit hein, là-dessus, oui. pour l'application. On souhaite que l'application elle marche, donc comme on souhaite que... Ce ne sera pas juste un effet d'annonce, ce ne sera pas de date Donc, précise voilà. de son lancement. Donc il faut de la proactivité. Voilà, et donc toujours dans le... Du concret. Voilà, du concret. Donc on va souhaiter justement que cette CMU-là, elle puisse concrète. fonctionner, elle Oui. puisse marcher de façon concrète. Ceci dit, on va à notre Que dit la loi. Comme tous les mardis, nous recevons avec beaucoup de plaisir Mélissa Djedje pour notre Que dit la loi. Mélissa qui s'installe. Bonsoir Mélissa, comment allez-vous? Ça va très bien. Merci, on est content. Et ce soir, nous allons parler de l'indignité successorale. Oui. On pense bien? Oui, oui. D'accord. Le mot est gros quand même. hein. Ouais, il faut définir, ça c'est Le important. mot est grand, s'il vous plaît. Le mot est grand. Voilà. Oui, Voilà. la succession semble être un thème qui intéresse nos internautes et je ne sais pas pourquoi j'ai reçu 2-3 questions me posant la question qu'est-ce qui arrive si une personne tue volontairement pour pouvoir hériter? Donc, ça C'est semble- l'accusé de meurtre. Déjà. Oui, effectivement. Donc je me suis dit, est-ce qu'il peut, en fait la question c'était est-ce qu'il peut participer à la succession? Donc est-ce que quelqu'un peut tuer quelqu'un pour pouvoir hériter plus vite? D'accord. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par indignité successorale? Ben voilà, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un mécanisme juridique qui, en fait, va retirer le droit à une personne de pouvoir hériter, donc de pouvoir participer à la succession. Donc, c'est une sanction. Il faut qu'elle soit judiciairement prononcée, donc il faut qu'elle soit demandée. Et en fait, ça sera vraiment pour effet, donc disons que toi et moi, par exemple, on est mariés. Hein? C'est Moi, c'était c'est un mariage. Oui, c'est mariage qui dure depuis Et je sais il pas, dure depuis je sais des pas, années. Voilà. on a vécu plein de C'est mariage avec des péripéties. hauts et des bas. Voilà. J'ai été en prison, Et là- je n'ai pas reconnu les enfants. Il y a toutes ces choses-là. Et là, tu déciderais que, tu as décidé que tu voudrais hériter plus vite et donc tu contemples l'idée éventuellement de mettre fin à mes jours. Donc ça serait C'est si bien dit. Si poétique. Donc, ça serait par exemple un cas où tu pourrais être frappé d'indignité successorale. Donc, en fait, quels sont les cas? Donc, il y a, si on est l'auteur ou le complice, si on est reconnu coupable, donc si on est condamné pour avoir donné la mort ou être complice d'avoir donné la mort, donc volontairement, ou encore si on a participé à des coups mortels. Donc, ça va être le premier cas. Ensuite, on a le second cas où ça va être en cas de sévice envers le défunt, d'injures graves ou de délits. Donc là, par exemple, je prends un exemple, ça peut être une femme battue, par exemple. Donc, on va avoir les sévices, etc. Donc, disons que je sais que tu es tout doux et que tu ne ferais jamais ça. Jamais, jamais. Mais disons qu'on est mariés, il y a eu de la violence conjugale, on est encore mariés et que j'ai déménagé et qu'on n'a pas encore divorcé. Donc, dans ce cas-là, si je mourais normalement légalement, donc ce que je veux préciser, c'est que l'indignité successoriale va s'appliquer dans la succession légale. Donc, si jamais il y a un testament, ça va être d'autres dispositions qui s'appliquent, on aura l'occasion de revoir ça. Donc, la succession légale, c'est vraiment quand il n'y a pas de testament, donc c'est la loi qui va s'appliquer et déterminer qui participe et à quel pourcentage. Donc, normalement, on est encore mariés, donc tu participerais à la succession. Maintenant, qui peut justement, par exemple, déclarer
l'indignité, demander une action pour indignité successorale. Donc, par exemple, nos enfants qui participeraient à la succession normalement, ou mes sœurs et frères, si j'en ai pas, si on n'a pas d'enfants, pourraient demander à ce que tu sois déclaré indigne à Parce qu'ils ont participer été à la témoins succession. avec des et preuves, s'ils sont des capables- services Il faut surtout qu'ils arrivent à prouver. Bien sûr. Ouais. Effectivement. Donc, quand on dit déclarer coupable, donc il faut qu'ils arrivent à prouver. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'on parle vraiment de condamnation, par exemple, dans le cas de meurtre, etc. Donc, il faut que le cas en espèce ne soit pas prescrit, parce qu'on sait bien qu'il y a un temps dans la loi où à partir duquel on ne peut plus entamer le recours, on ne peut plus être poursuivi. Mais il faut vraiment que la personne ait été reconnue coupable de ces actes-là. Ensuite, on a aussi la question d'honneur. Donc, si on a apporté atteinte à l'honneur du défunt ou encore atteinte aux intérêts patrimoniaux. Donc, on peut imaginer, par exemple, disons que j'ai vieilli ou que je laisse un mandat parce que, par exemple, je suis malade et que mon cher et tendre mari Brice, par exemple, dilapide une partie de mes biens ou ne gère pas bien mes biens. C'est tout, Brice. Je le reconnais. Ben, ça pourrait être également, par exemple, un cas. Très bien. Donc, comme j'ai dit, ce sont les personnes qui participent à la succession, donc ceux qui sont successibles, mais il y a des cas où, effectivement, le ministère public pourrait s'auto-saisir et donc demander, de par lui-même, au tribunal, de déclarer une personne indigne à la succession. Et donc, ça, c'est un effet aussi rétroactif. Donc, disons qu'on a participé. Donc, disons qu'on a eu un cas où on ne savait pas, ou bon, bref, on a partagé la succession et on se rend compte que l'action peut toujours être menée. Et si jamais il y a une déclaration d'indignité, dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que ça va être rétroactif et que la personne va devoir redonner les biens en question à la succession. Eh ben, dis donc. Par contre, il y a un mécanisme de pardon, hein, parce que dans la vie, on pardonne. Bonne nouvelle. Ça. Donc, disons que dans le cas en question, moi et mon très cher Brice, s'il arriverait que, je ne sais pas moi, il y a une déclaration en indignité, donc il y a une action qui a été menée contre lui, par exemple, nos enfants ne voudraient pas qu'il participe à la succession, mais qu'on prouve que, moi je lui ai pardonné parce que je suis revenue à la maison, on a encore vécu de nombreuses années sans problème, mais dans ce temps-là, il peut prouver par tous les moyens qu'il y a eu pardon, et donc dans ce cas-là, il va pouvoir participer à la succession. Par contre, si jamais il n'y a pas eu pardon, on va être frappé, mais c'est personnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le cas, par exemple, de nous deux, les enfants vont pouvoir participer, mais disons que ça serait un de nos enfants qui serait frappé d'indignité successorale. Dans ce cas-là, si cet enfant-là, par exemple, avait un enfant, l'enfant va pouvoir participer à la succession, il va toucher la part De son père. de son père. OK. Donc, ça ne touche pas toute une lignée, ça ne punit que la personne en question. Donc, morale de l'histoire, on ne tue personne pour hériter. Exactement. C'est pas une bonne idée. Merci Mélissa. Merci, C'est Brice. très très clair. Je commence à regarder autour de moi. On va marquer une courte pause et nous retrouver derrière parce que notre invité s'appelle Euphrasie Yao. Donc on la reçoit juste après une courte pause. Suite et fin de notre live talk, merci d'être toujours en notre compagnie. Et bien place à notre invité, l'invité du talk. Madame Euphrasie Kwasi Yao est avec nous sur ce plateau. Elle est la coordonnatrice nationale du Compendium des compétences féminines en Côte d'Ivoire. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci d'être dans notre compagnie. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir de vous recevoir ce soir. Alors madame, nous avons célébré le 8 mars la journée internationale des droits de la femme. J'ai tout de suite envie de planter le décor en vous posant un peu la question de votre regard sur les droits de la femme en Côte d'Ivoire. J'ai l'impression qu'il y a une nette évolution, que les choses se mettent en place. Oui. Donc, je suis confiante. Les droits des femmes en Côte d'Ivoire avancent. D'abord, on a le cadre institutionnel qui couvre tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut travailler sur la question des droits des femmes en Côte d'Ivoire. Ensuite, au fur et à mesure, on voit l'évolution des choses. C'est-à-dire que ça ne va pas très vite, mais déjà, quand on regarde, par exemple, au Parlement, on bouge un peu. On ne peut plus reculer, en fait. Quand on regarde dans l'entrepreneuriat, les choses bougent. Quand on regarde au niveau des jeunes filles, à l'école primaire, vraiment, il y a une évolution. Et c'est ce qu'on doit conserver. Vous avez été ministre, je précise. Alors, justement, est-ce que le gouvernement, vous avez l'impression, justement, que les choses bougent là-bas aussi? Les choses bougent. Le ministère travaille. Le ministère travaille à ce que les choses bougent. Mais comme ce sont des problèmes de société, vous êtes d'accord avec moi, tout le monde doit bouger ensemble pour que ça puisse marcher. Et quels sont les acquis en termes de droits des femmes dont la société ivoirienne peut être fière en termes d'avancée? C'est surtout
D'abord, les institutions, comme je dis là, il y a plusieurs institutions qui travaillent sur la question, l'Observatoire du genre, le ministère, le Compédium, le Fonds d'appui. Donc, ce sont des choses directes et concrètes, d'accord? Et puis, il y a la loi fondamentale, la Constitution de la Côte d'Ivoire. Mais il n'y a pas une Constitution plus pro-genrée que notre Constitution, vous voyez. Donc, il y a des articles, même dans le préambule, on parle de l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est pour ça qu'on lutte pour les lois. Donc là, on est fiers. Il y a le programme Compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, qui est un programme aujourd'hui qui est reconnu mondialement. On dit meilleur programme africain par le programme des Nations Unies pour le développement, meilleur programme par la francophonie qui comprend 88 pays, meilleur programme par l'UNESCO. Attendez, on a des stratégies, des méthodes qui peuvent faire la fierté de la Côte d'Ivoire. Meilleur programme, comme elle parle d'acquis, justement, ici, il est meilleur programme, c'est qu'il est concrètement, il apporte justement un vrai changement. C'est quoi aujourd'hui que nous a apporté, parce que ça fait quand même un peu plus de 10 ans que ça existe, que nous a apporté le compendium, justement, cette base de données-là. Et qu'est-ce que ça représente le compendium? Qu'est-ce que c'est le compendium? D'accord, on va voir. Au niveau politique d'abord, vous voyez, on a formé des femmes qui veulent être députées, maires. On leur a appris comment se comporter, comment connaître le code électoral, comment faire une campagne, comment avoir le budget. Aujourd'hui, on est passé de 105 femmes en 2010 à 328 femmes qui se sont présentées en 2016. Vous voyez, ça veut dire que si on continue dessus, le chiffre va changer. Ça, c'est un acquis. Quand on regarde au niveau même de l'entrepreneuriat, on a formé des jeunes filles, on a formé des femmes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand on a fini de former la première formation, les 400 jeunes filles qu'on a formées, il y a un groupe qui dit, maintenant je sais faire mon CV, je peux trouver un emploi. Il y a un qui dit, moi je peux créer mon entreprise. Il y a une même qu'on appelait Madame le maire pendant la formation. Et tu sens que c'est une future. Donc on coach les femmes, on fait le mentorat depuis 10 ans. Et donc, vous voyez que dans la société, il y a quelque chose qui bouge. On a fait des partenariats avec des entreprises, je ne sais pas si on peut dire les noms, comme RMO, MCE, et Rénal et Fatiga, pour qu'on puisse embaucher les femmes. Eux aussi le font. C'est-à-dire que c'est un mouvement qu'on a créé, dont la Côte d'Ivoire peut être fière. Si vous-même qui êtes à la presse, vous regardez bien, vous voyez ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a un changement qui est en train de se faire. Si on continue comme ça, d'ici 10 ans, je pense qu'on aura encore Et quels sont les critères pour pouvoir intégrer ce compendium? Le compendium, c'est simple. On a un site qui est www.compétences avec S, c'est collé, féminine avec S.gouv.ci. Mais j'avoue qu'actuellement, on est en réflexion parce que quand on avait lancé en 2011, on était parti pour un certain nombre de femmes. Et très rapidement, on a atteint les 15 000 femmes et on a été un peu bloqués. Donc, elle est actuellement en train de faire une réflexion de la base de données du site pour pouvoir aller jusqu'à 5 millions de femmes. Donc, en son temps, on va communiquer. Si vous partez aujourd'hui, vous allez voir en réflexion parce qu'on veut plus de femmes et puis surtout, on veut pouvoir échanger en ligne. À l'époque, ça ne se faisait pas directement avec le nombre de femmes. Une sorte de réseau social intégré au compendium. À la base de données. Et puisqu'on parle de cette évolution des femmes dans notre société, tant sur le plan politique, financier, etc., certaines femmes estiment elles-mêmes que certes, les choses ont évolué, mais peut-être pas à la vitesse à laquelle on aurait souhaité. Qu'est-ce qui freine encore et qu'est-ce qui est fait? Ce qui freine, moi j'ai fait une étude, puisque depuis 10 ans, on fait de la recherche-action. On a vu que 80% des personnes qu'on a interrogées, hommes, femmes, jeunes, puisque nous on a une base de données, ils disent que c'est d'abord la motivation. C'est-à-dire les obstacles qui font que les femmes elles-mêmes, elles doivent faire encore des efforts. Il y a les stéréotypes, les clichés qui nous font croire qu'on ne peut pas. Et ça touche tout le monde, moi qui vous parle. Éléments culturels. C'est ce que je veux dire, les stéréotypes, ça bloque. Et donc quand on enlève, on fait sauter ces barrières, les femmes commencent à s'exprimer. On a une femme de CP2, je vous dis bien, qui a été députée. C'est un exemple que j'aime bien donner, mais à Boaké, on a identifié 502 femmes en milieu rural qui s'expriment. Il y en a même qui ont pris la parole devant les chefs, qui aujourd'hui sont au devant, parce qu'on a débloqué ces stéréotypes-là. On dit une bonne femme ne doit pas prendre la parole en public. Ça est dans notre tête. Comment on parle de stéréotypes? Je vois, on voit la jolie couverture du bouquin. J'ai le sentiment que même avec le titre, vous tendez à, je ne vais pas dire à valoriser, mais en tout cas à conforter un peu les stéréotypes. Est-ce que je fais une mauvaise lecture? Celle qu'on n'attendait pas au sommet. Je me dis finalement, est-ce qu'une femme doit dire qu'on ne m'attend pas au sommet? Peut-être que c'est celle que ça ne renforce pas les stéréotypes. Non, mais c'est ce que je dis là. Quand on te dit, quand je vais au village de mon époux,
Et puis on dit les femmes derrière. Ouais. Moi, au début, ça m'avait choqué. Les femmes derrière, pourquoi? Alors que moi, j'avais des choses à dire. Mais quand j'ai commencé à parler à la presse, j'ai commencé à m'expliquer et tout ça, quand j'arrive aujourd'hui, ils ne disent plus les femmes derrière. En tout cas, si les femmes derrière, mais pas les frères. Est-ce que c'est pas parce que vous êtes passé ministre? Non, pas avant. Ça veut dire que avant même que je sois ministre, ils ont commencé à m'intégrer parce que j'avais mon mot à dire. Vous voyez. Donc, quand on dit celle qu'on n'attendait pas au sommet, ça dit, comme on dit, le sommet, c'est quoi? Ce sont ces objectifs qu'on a dépassés. Ça veut dire que moi, personnellement, j'ouvre tous les secrets de ma vie au niveau familial. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il y a plein de femmes qui souffrent parce qu'elles se disent comment concilier la vie familiale Et la vie professionnelle. Pourquoi c'est toujours un challenge d'avoir toujours cette question, comment concilier Pour la une vie femme, c'est familiale? Trop difficile. Alors Pourquoi qu'on ça est se juste pose des la êtres question humains. pour Pourquoi une c'est femme? toujours un problème? C'est un problème parce que la répartition des rôles. Vous voyez, au niveau de notre famille, on a peut-être le triple rôle, reproducteur, producteur, social et tout ça. Alors que généralement, l'homme, il a un seul rôle. Donc à un moment donné, quand on commence à évoluer, on a bien envie que notre mari Joue les autres. nous accompagne, Pour trouver l'équilibre, bien sûr. trouver l'équilibre. Et puis aussi, on connaît un peu le patriarcat. Quand la femme commence à évoluer, quelquefois, il y a quelques difficultés. Est-ce que vous pensez que Alors, la justement, vous êtes société un bon ivoirienne est exemple. encore une société patriarcale? Si, beaucoup. Mais est-ce que si je dois vous donner 2-3 domaines, parce qu'on a, on doit faire une pause. Je ne sais pas, non, c'est pas ça. C'est parce que comme je dirige cette émission, à 2 fois, j'ai été. Merci. Tu as été emballé. Alors justement, je me posais une question parce que certainement c'est celle que vous vouliez poser. Vous parlez de société patriarcale, mais moi j'aime bien les exemples, j'aime bien les belles histoires. Je crois que vous faites partie des belles histoires qu'on a. La fille de Kofi Amouin, comment elle arrive? Parce que nos téléspectatrices qui nous regardent, c'est bien qu'on dise aujourd'hui faut casser les stéréotypes et tout ça. Comment elle arrive jusqu'à être là où on l'attendait pas? Qu'est-ce qui la distingue? Ok. La fille de Kofi Amouin, d'abord, c'est une petite orpheline à l'âge de 2 ans, qui n'a jamais connu sa mère et qui a cherché cet amour à travers toutes les femmes qu'elle rencontrait. Je cherchais le visage de ma mère. Donc, j'aimais toutes ces femmes-là. Et la première des choses, quand j'étais à Sainte-Marie, voilà mon élève qui est là, je suis très fière. Mon ancienne prof de géographie. J'étais son professeur de géographie. Et j'ai vu qu'elles étaient brillantes, vous voyez, non, je voyais ça. Et puis, dans la société, je ne voyais pas que les femmes étaient positionnées. Ça me travaillait. Quand je suis allée au ministère de la Femme, que j'ai vu qu'il y avait une approche qu'on appelait l'approche genre et développement, qui peut aider à corriger, à réduire, trouver des stratégies pour pouvoir corriger ce que j'ai vu qui me travaillait. J'ai dit, ouais, je prends cette approche, j'en fais la promotion. Donc ma vision, c'était clair, que les hommes et les femmes, les filles et les garçons participent au développement, parce que je vois qu'elles sont brillantes à Sainte-Marie, j'ai vu. Et puis ensuite, mes valeurs que j'ai mises, je suis partie avec beaucoup d'amour quand même. Hein. Et puis la foi. Souvent, on ne dit pas aux jeunes, mais il y a quand même la foi en Dieu, la foi en soi-même, la foi au prochain. Vous voyez, avec ces facteurs. Je suis partie avec ça. Et j'ai essayé de faire mon chemin et je suis arrivée là où il fallait et même peut-être au-delà. Vous vouliez faire de la politique? Est-ce que votre époux il a dit non, la politique c'est pas pour les femmes? Vous avez voulu rentrer au gouvernement, on dit oh là là, tu commences à devenir trop occupé. Est-ce que vous avez rencontré ce genre de difficultés? Non, ce que j'ai rencontré vraiment comme difficulté, c'est quand je suis allée à Cannes, j'ai présenté un projet et je devais repartir pour chercher une médaille d'or internationale avec un prix, avec la chaire UNESCO qui est aujourd'hui mon... Et puis, je commençais à m'intéresser à mon travail parce que je n'avais Dieu que pour ça. Et je commençais à négliger mon mari, en fait, sans m'en rendre compte. Non, j'avoue. Et il a réagi un peu violemment quand même. Et donc moi, je me dis, bon, c'est terminé, voilà, c'est le divorce parce que là, il faut faire ma carrière. Je vois que je deviens voilà, faire un choix, je deviens international, mondialement reconnu. Et puis, je ne peux plus faire ce que j'ai envie de faire. Heureusement, comme je l'ai dit, par la grâce de Dieu, j'ai un oncle aussi qui m'a anesthésié, m'a dit, ma fille, tu es appelée à être leader, tu dois être un modèle pour les autres. Le même sacrifice que tu fais pour ton travail, fais le même sacrifice pour pouvoir conserver ton foyer. Et avec la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis là. Je voudrais savoir, parce que André parlait tout à l'heure d'une décennie quand même d'existence de ce compédium, mais pour faire évoluer plus rapidement la place de la femme dans la société, il faudrait plus de femmes aux instances de décision. Oui. Quel est le bilan de ce compendium dans le positionnement de la femme dans ces instances? Ok, le bilan, on peut le faire par rapport à ce qu'on a vu et ce qu'on a fait. Maintenant, on a demandé qu'on fasse une évaluation. On a 10 ans, on a demandé à un évaluateur africain et puis à l'INS en Côte d'Ivoire ici de nous faire une bonne évaluation parce que nos résultats sont allés au-delà de ce qu'on croyait. Quand on a renforcé le pouvoir d'une femme et qu'elle est allée à son tour
renforcer le pouvoir des autres filles, vous voyez qu'on a des impacts, des effets induits sur lesquels il faut capitaliser. Donc, c'est un peu ça qu'on a fait. Et puis, au niveau des députés, je vous ai dit, on est passé de 8,5% à 10%, à 12%. C'est vrai qu'il nous faut au moins 30% pour que les femmes puissent s'exprimer. Mais on avance petit à petit. Est-ce que vous pensez que la loi de 2019 concernant le quota des femmes représentées aux assemblées élues doit être coercitive pour avoir plus d'implication des partis politiques, à avoir plus de représentativité féminine lorsqu'il est présent aux élections? Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut beaucoup sensibiliser les partis politiques. La loi, elle est bonne. Elle est bonne parce que si on l'intègre dans les éléments de la CEI, et que quand tu viens de déposer ta candidature, on a dit 2 hommes, 1 femme, 2 femmes, 1 homme. Si tu n'as pas fait, on rejette si ça est dans les lois de la CEI interne, c'est sûr que ça va être appliqué. Et c'est ce que la ministre est en train de faire, je pense. Si c'est fait, ça va faire une grande évolution. En plus, les femmes sont déjà formées à débloquer tous les stéréotypes qui leur faisaient croire qu'on ne doit pas aller en politique. Donc elles sont prêtes. Chez nous, en Babylone, on dit appel et réponse se retrouvent. C'est sûr qu'on aura des résultats. Vous êtes confiante pour les élections locales de 2023? Je suis confiante si cette loi a pu être. Et au-delà de la loi, il y a aussi, vous le disiez, la motivation même des femmes. Parce qu'un parti peut très bien venir, avoir la volonté de présenter des femmes, mais est-ce que ces femmes elles-mêmes se mettent au devant? Est-ce qu'on a assez de femmes dans ces partis politiques qui ont les compétences pour ça? Oui, il y a beaucoup de femmes. La réponse sur ça? Non, il y a beaucoup de femmes dans les partis politiques. Si les hommes disent qu'il n'y a pas assez de femmes dans les partis politiques, ça je... En général, ce n'est pas les hommes qui le disent. En général, ce n'est pas les hommes qui le disent, c'est les femmes qui pensent. C'est les femmes pour ça. Non, moi je partage cet avis, j'attendais votre réponse là-dessus. Je pense que ça n'a jamais été parce que les femmes ne sont pas volontaires. Voilà. C'est parce qu'évidemment, on ne les met pas là où il faut les mettre pour faire les choses. Une chose, parce qu'on est dans la politique, mais il y a d'autres cercles de pouvoir, vous le savez bien. On sait que les femmes, oui, il y a des médias, les femmes sont très importantes au cœur de notre économie, et pourtant, je ne connais pas beaucoup de femmes présidentes de conseils d'administration au niveau de, même ne serait-ce que des entreprises de l'État. Ça aussi, est-ce que ce n'est pas un domaine à pénétrer? Et comment, quel levier on peut utiliser justement pour permettre aux femmes de progresser aussi à ce niveau-là? Pendant 10 ans, comme je vous ai dit, on a fait la recherche-action. On a vu. Au niveau des PCA, par exemple, on doit travailler. Donc, notre objectif, après les 10 ans, c'est de faire des partenariats avec des structures pour qu'on aille vite. Voilà, et des éléments. Quand tu as fini de trouver les solutions, les problèmes, les solutions, il faut élargir. Donc, je disais, par exemple, qu'avec les femmes administrateurs, c'est leur rôle. Il y a un réseau. Il y a beaucoup de réseaux qui se sont créés après, avec le compédium et tout ça. Donc, elle peut prendre ce levier-là. Au niveau de la participation politique des femmes, je sais qu'il y a l'imam Sissé Guidiba qui est tellement fan du compédium. Je dis, mais imam, prenez la participation politique des femmes. Au niveau de l'entrepreneuriat, déjà, vous voyez ce qui se passe. Moi-même, j'ai vu votre directeur en train de parler de l'entrepreneuriat féminin. J'ai dit, ouais, 10 ans après, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Donc, on veut faire des partenariats. On veut passer à l'échelle. Sinon, on en est conscient. Les chiffres avancent, mais c'est un peu lent. Donc, 10 ans après, il faut éclater. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme ça que le compédium. Et puis, continuer d'être des modèles. Continuer de montrer, comme par exemple ce qu'on a fait dans le livre, les femmes ne les bloqueront pas. Parce que quand elles vont commencer à prendre les décisions, elles vont être confrontées à des difficultés, à des obstacles. Comme elles vont les résoudre. Il faut donner des modèles. Ce n'est pas que c'est le meilleur modèle. De toute façon, quand on va chez un tailleur, après quelqu'un, on demande, je veux tel modèle. Mais au moins, le modèle que j'ai été, qui m'a permis d'être là aujourd'hui, il fallait que je montre ça. Vous êtes aussi un modèle, puisque vous êtes en tout cas la première femme et la seule femme à être titulaire d'une chaire UNESCO. Est-ce qu'on peut poser cette petite question, on la pose après? C'est quoi finalement la chaire UNESCO? Pourquoi les gens comprennent? Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va... Comment vous arrivez à inciter d'autres femmes à... Edith est dans son émission. Je sais. Vous êtes face à votre professeur. Très bien. L'émotion. Je comprends. On va vous permettre de souffler un tout petit peu. On va rapidement revenir. Vous nous regardez sur les canaux 206 du bouquet Canal+, et numéro 6 de la TNT. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous aurez été une bonne partie de l'émission, mais en tout cas, il n'est jamais trop tard. Si vous êtes là depuis le début, merci de choisir les programmes de Live TV. C'est le Live Talk aujourd'hui. Comme invité, nous avons beaucoup de plaisir et d'honneur à recevoir Mme Mefrazi Kwasi-Yao, je rappelle, coordinatrice nationale du Compédium des compétences féminines en Côte d'Ivoire. Alors, c'était André ou... C'était moi. C'est vraiment la même chose. Vous étiez la plus virulente. Exactement, la plus déterminée. Donc, je parlais de la chaire UNESCO, et donc vous êtes la seule femme à être titulaire de cette chaire.
Est-ce que vous avez, au-delà, après toutes ces années, eu des jeunes femmes, parce que vous êtes un modèle, vous avez eu des femmes qui vous ont approché pour pouvoir savoir comment elles aussi peuvent être titulaires ou entamer une chaire UNESCO. Mais avant, pour nos téléspectateurs, C'est pour bien ceux de qui savoir n'ont ce pas que c'est. l'information. Oui, c'est quoi c'est bien C'est sûr. la méthodologie La chaire d'entrée. UNESCO, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un programme universitaire qui est labellisé par l'UNESCO. C'est-à-dire l'UNESCO regarde dans tout le monde entier et puis il dit, attention, les questions de genre et de l'eau, c'est la Côte d'Ivoire qui a la meilleure pratique à travers telle personne. Donc on octroie la chaire à la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire puisse travailler pour elle-même déjà, mais aussi pour tout le monde entier. Donc quand tu as la chaire, tu es déjà mondial. Maintenant la question de Madame Bleu, malheureusement non, ce sont des hommes qui nous ont approchés, mais comme je dis, on ne fait pas la concurrence aux hommes, on travaille avec les hommes, il suffit qu'on soit des savants ivoiriens, on vient, il y a la chaire sur la bioéthique. Il nous avait sollicité pour qu'on lui donne un message d'accompagnement. Il y a une chaire qui vient de naître aussi, un jeune professeur, on l'a aussi aidé. La dernière fois, il m'a envoyé un message pour me dire c'est OK et tout. Mais je n'ai pas encore vu de femme, malheureusement. Mais c'est un processus qui commence à l'université. C'est tellement long. Moi, j'ai eu vraiment la chance, je le dis tout le temps, de l'avoir eu en un seul coup. Sinon, normalement, il faut être assistant, maître assistant, professeur titulaire, professeur titulaire de chaire, avant de prétendre être titulaire de chaire UNESCO. Il y a très peu de femmes qui ont ce parcours. Il y a beaucoup de femmes à l'université. Je pense mais elles ne sont pas intéressées. Non, je ne peux pas dire qu'elles ne sont pas intéressées. C'est tellement qu'elles cherchent, mais je ne sais pas. Parce que dans votre œuvre, justement, dans votre bouquin, vous dites c'est le combat d'une vie. Oui. C'est le combat d'une vie parce que ça, c'est... Quand j'ai eu la chaire, je n'étais pas à l'université. Moi, je suis allée présenter un projet dans un village. Comme je vous ai dit, j'ai été attirée par la souffrance de ces villageois qui n'avaient pas accès à l'eau potable. Simplement parce qu'on n'impliquait pas les hommes et les femmes dans la gestion de l'eau. J'ai dit, mais vous faites du mal. Donc moi, je vais vous montrer comment faire pour avoir de l'eau à perpétuité et tout le temps. Aujourd'hui, ça fait plus de 17 ans, ce village-là a toujours de l'eau. Donc quand j'ai présenté à l'UNESCO, ils ont dit, waouh, normalement, on donne les chaires aux universitaires. Mais là, on veut, voilà, exceptionnellement, on veut matérialiser ce que vous avez fait. C'est important pour le monde entier. Et vous avez la chaire. Oui. À quoi ça sert maintenant, cette chaire? Vous l'avez. Qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ça apporte? Ça m'a apporté. Quand j'ai dit le combat d'une vie, c'est-à-dire quoi? Toutes les initiatives que je mène, que ce soit la banque d'amour, de solidarité efficace pour aider les pauvres, que ce soit le certificat genre et développement, c'est un label qu'on a inventé de toutes pièces pour travailler avec les entreprises, pour qu'en entreprise aussi, les décideurs même puissent venir chercher les femmes. Ce n'est pas seulement l'entrepreneuriat féminin, mais les décideurs doivent avoir des éléments pour leur rentabilité. C'est au niveau de la chaire. Quand il y a eu la crise, où on a demandé à toutes les femmes de tous les partis politiques, sans aucune distinction, on les a rassemblés avec ONU Femmes, c'était encore avec la chaire. Donc c'est un canevas, c'est un canal qui te permet de travailler. Il y a quelqu'un qui me disait, simplement, c'est comme une marmite qu'on te donne, et avec les ingrédients, et puis tu fabriques la sauce que tu veux, parce que tu es titulaire. Et quand tu parles, tout le monde doit se taire. Ben, Oui, parce que tu es titulaire. C'est vrai que... C'est ça le problème. C'est très bien, la chaire, vous avez exposé justement le fait qu'on est vraiment... J'ai dit qu'on est sur le haut du sommet, Oui. alors que on sait que le problème aussi des femmes part aussi de la base. Est-ce que justement la chaire pense justement à la question de la petite fille, la façon dont on va régler les stéréotypes culturels? Est-ce que vous avez des programmes là-dessus? La question de la formation de la petite fille, des choses comme ça qui pourraient justement avoir des résultats d'ici 10 ans? Oui, on ne fait que ça. Vous savez pourquoi? D'abord, même pour avoir la chaire, je vous ai dit tout à l'heure, c'est à partir de la base, c'est dans un village. J'étais en train de travailler pour que les villageois aient l'eau potable, que j'ai eu la chaire. Donc, je ne peux même pas me dérober. Et en plus, au Compédium, je disais tout à l'heure qu'on est allé dans la région du Béquet, on a identifié les femmes qui ne savent ni lire ni écrire. Les femmes, mais qui ont des talents, qui ont des compétences à affirmer. Donc, on les a 502
et on les a mises en ligne pour qu'on les voit. Il y en a qui ont été appelés depuis la France, d'après elles-mêmes, pour qu'on vienne soutenir leur projet parce qu'on les a rendus visibles. Il y en a qui ont réglé des conflits dans leur village. Aujourd'hui, elles sont devenues des leaders incontournables. Tous les jours, les chefs les appellent. C'est ça que nous faisons. Nous ne travaillons pas seulement avec l'élite. Nous avons voulu travailler avec les femmes cadres de haut niveau en créant l'annuaire parce qu'on sait que si on les aide, regardez un peu ce que Edith fait. Ce n'est pas parce que c'est ma fille, mais regardez ce qu'elle fait pour les autres. Mais parce que quand elle monte, elle tire les autres. Ça, c'est aussi au Compédium, on a nos valeurs qu'on appelle amour, solidarité, audace. Et la place de l'homme dans toutes ces luttes? Parce que la question que j'avais posée, c'est que si moi je veux par exemple d'aider le Compédium à tirer les autres par le haut, comment je fais? Qu'est-ce que les hommes nous aident? Les hommes ont une grande place aussi dans cette sensibilisation. Les hommes nous aident énormément. Comme elle a dit, d'abord, le Compédium est une idée, c'est une volonté du président de la République du Côte d'Ivoire. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Parce que c'est un programme qui a décidé qu'on crée ce programme-là pour renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes. Donc déjà, c'est un homme, Ifochi, qui nous a demandé de faire ce programme pour toute la Côte d'Ivoire et aujourd'hui, qui est devenu mondial. Ensuite, on fait les formations en genre et développement. Le genre et développement, c'est une approche qui veut corriger les inégalités sociales et économiques. Qui sont les bénéficiaires de ces formations? Voilà, il y a des DG de société, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des leaders, il y a des étudiants. Mais là, on a de plus en plus de leaders, c'est-à-dire que des DG bien structurés, voilà, et puis des hommes. Et ils viennent comprendre, et quand ils comprennent, je vous assure qu'on n'a même pas envie de lutter. C'est-à-dire qu'on ne lutte même plus parce qu'ils ont tout compris et on va ensemble. Au-delà de ces hommes qui sont un peu dans ce secteur formel, ces DG de société et tout ça, on a des hommes qui peuvent faire un grand travail culturel sur justement tous ces stéréotypes. Les maris, les pères et tout ça. Qu'est-ce qui est prévu pour ces personnes? Ils sont en même temps des maris, les DG sont des maris, ceux qui viennent. On en a qui ne le sont pas et qui n'ont pas forcément l'éducation à entendre qu'une femme devrait aller à des postes de décision. Par exemple, les chefs de communauté, pour compléter, les chefs de communauté, comme disait Edith, les rois, les chefs traditionnels. Les leaders religieux. Quelle sensibilisation pour ces hommes? On ne fait que des sensibilisations parce qu'ils ont besoin de comprendre aussi. La dernière fois, j'étais avec comment on dit, la chambre des rois et chefs traditionnels. Je vous assure, je suis allée leur présenter le livre. Dès que je suis arrivée, il y a un qui me dit, Madame la ministre, on parle souvent du genre. On nous enseigne un peu dessus, mais comme vous-même vous êtes là, nous avons besoin que vous nous éclairez. Vous voyez que ça les intéresse. Donc, ce sont des sensibilisations qu'on fait. Je vous ai parlé de l'imam Cissé Didiba, qui est vraiment émerveillé par nos programmes. On l'a dit qu'on allait même lui confier une partie pour qu'il puisse gérer. L'essentiel, c'est que ça soit pour toute la Côte d'Ivoire. Donc, on le fait. C'est une approche qui veut que tout le monde comprenne, voilà, l'implication de tous pour pouvoir avancer. Sinon, ce n'est pas possible. Et puis, quand vous vous formez, j'ai dit, il y a des hommes même qui disent, dès aujourd'hui, je change la manière de gérer ma famille. C'est-à-dire, là où on les attendait en entreprise, ils reviennent en famille. Madame la ministre, juste pour vous taquiner, est-ce que vous vous définissez comme une féministe? Non, je le dis franchement. Vous savez pourquoi? Parce que, en fait, au départ, c'est l'origine de la journée de la femme. Là. Il y avait beaucoup de... Les femmes étaient tellement coincées dans leur façon d'agir que... Elles sont sorties, tu vois, en se plaignant, comme des féministes et tout ça. Mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte que l'approche a évolué. Aujourd'hui, on parle de l'approche genre et développement, l'approche de l'équité, de la justice sociale, qui veut qu'on aille avec les hommes et les femmes ensemble, mais dans la médecine, on n'y arrivera jamais. Donc, puisque vous êtes là, c'est un vrai débat, Brice. Qu'est-ce qu'on célèbre le 8 mars, selon vous? C'est les droits de la femme qu'on célèbre, on célèbre la femme. Le mot célébré d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est vraiment on commémore alors. Non, moi, le mot célébrer ne me gêne pas. Mais je le pose exprès. Est-ce qu'il y a quelque chose à célébrer dans ce qui arrive à la femme? Mais c'est une victoire. Regardez, avant, les droits des femmes n'étaient pas reconnus. Je vous assure, on prenait les femmes comme les pauvres, les enfants. Il n'y a même pas longtemps, de seconde zone, vers 1950. Et au fur et à mesure, quand on a compris que les femmes, en fait, les femmes contribuent avec les révoltes qu'il y a eu et tout ça, on dit, bon, 1975, Journée internationale de la femme. Vraiment, elle contribue. C'est parce que ce n'est pas rémunéré. C'est elle qui est la gardienne de la société. Sans elle, il n'y a pas de vie. Mais comme ce n'est pas rémunéré, on ne la considère pas. Donc, Journée internationale de la femme, les gens ont commencé à faire les droits des femmes, femmes. À un moment donné, vers 90, 95, on s'est rendu compte que non, si on va sur un seul pied,
comme les hommes sont allés sur un seul pied pendant longtemps, on n'y arrivera pas. Allons avec la projection. Pour Cet équilibrer la outil balance. d'équilibre, de justice sociale qui fait enlever. Je dis, quand vous faites la projection, vous ne condamnez personne. Vous vous rendez compte que ce sont des erreurs. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas. C'est pour ça qu'ils font ça. Parce que quand ils comprennent, tous les hommes à 99% qu'on a formés pendant 9 mois à la chaîne, quand ils sortent de là, leur regard change. Oui, parce que moi, pour tout vous dire, j'étais I4Chi, et même que maintenant. Donc je on suis va un les chiffre former. I. Ça sera grave. Moi, j'ai même déjà la formé. formation, Avec la formation, je suis devenu un chiffre I déjà. Oui, Désolé. à 200%. Alors, pour revenir à votre, parce qu'on en fait l'émission, pour revenir à votre œuvre, le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet. Quand on parcourt l'œuvre, on sait que vous parlez de votre famille, vous parlez de vos valeurs, vous parlez de la foi, vous parlez de votre parcours professionnel. Tout ça, j'ai envie de dire, quand on finit de lire le livre, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on retienne, Madame la ministre? Je souhaite que chacun retienne le secret qu'il aura lu à partir de mon expérience personnelle. Si vous êtes une femme ou un homme, si vous avez un problème au niveau de la conciliation vie familiale, vie professionnelle, vous avez la solution. Si vous êtes un jeune homme, que vous cherchez votre chemin, comment faire pour être leader, vous avez la solution. Si vous êune jeune petite de 12 ans qui a lu, que vous avez des problèmes, vous êtes peut-être orphelin comme moi, ou bien vous ne comprenez pas la vie, et ça vous permet de comprendre la vie. Parce qu'à partir de 12-13 ans, on lit et ça se passe très bien. gros, Donc C'est c'était finalement pour... très subjectif. Chacun en tire un Si, secret. exactement. Et, Moi- et j'ai des retours incroyables. Je dirais simplement c'est une leçon de vie, parce que finalement... C'est un chacun en itinéraire tire- de C'est ça. vie. Et j'ai ouvert vraiment mon cœur. Hein. Comme le disait Denise Epoté, votre collègue, elle me disait si c'était elle allait mettre le titre Euphrasie Yao à cœur ouvert. Parce que si on ne dit pas la vérité, même les gens de HEC ont pris des exemplaires. Paris, s'il vous plaît. BOAD a pris 300 exemplaires. Ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Mais ils ont dit que eux, ce qui les marque, c'est surtout l'authenticité. Parce que tu ne peux pas être modèle en cachant des choses. Mais quand tu ouvres ton cœur, comment tu as saigné pour être leader, quand il voit, il a envie de... Il sait que tu n'es pas né avec une cuillère dorée à la bouche. Ouais. Oui, parce que vous êtes la fille de Feu Kofi Annan. Kofi Annan. Et je pense que de là-bas, de là-haut, elle peut être très très fière de vous. Amen. Parce que vous l'avez dit, hein, c'est celle qu'on n'attendait pas au sommet. Vous vous battez, vous continuez d'ailleurs. Donc cette lutte-là pour le bien, le vôtre et celui de toutes les femmes. Et on voulait ce soir donc vous dire merci d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que l'œuvre est disponible dans toutes les librairies. Voilà, Et en ligne aussi. très bien. Merci Madame la Ministre Fadi Yao, on a été très très heureux d'être en votre compagnie. André, Rayana et votre élève Madame Edith Broublé, d'ailleurs petite, comme elle aime bien les questions qui taquinent, était-elle une bonne élève? Très bonne élève, oulala. C'était... Oh non. Oui, non, c'était très bonne élève. Merci, dynamique. Madame la Ministre. Prochaine invitation pour les professeurs d'André et Rayana. Je suis sûr que là-bas, ça sera moins, je ne sais pas. Merci à Live TV. Merci madame, merci, vous revenez quand vous souhaitez, c'est la maison, c'est la famille comme on dit. On a été très heureux d'être en votre compagnie, nous on vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau à partir de 20h pour un autre numéro du Live Talk. D'ici là, prenez soin de vous et des autres, que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.